Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 61e épisode. Camille Girard-Chanudet nous présente ses recherches sur ce que produit l'entrée des instruments de l'IA dans les mondes du droit. C'est au travers d'un travail ethnographique à la Cour de cassation qu'elle met en lumière les requalifications, les compromis et les pratiques hétérogènes nécessaires pour concevoir et mettre en place un outil d'intelligence artificielle d'anonymisation en vue de la publication en open data des décisions de cette haute juridiction. Bonne écoute. Camille Girard-Chanudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes postdoctorante au Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. Et vous venez de finir une thèse à l'EHESS intitulée « La justice algorithmique en chantier, sociologie du travail et des infrastructures de l'intelligence artificielle », thèse dirigée par Nicolas Dodier et Valérie Baudouin. Qu'est-ce qui vous a amené en fait sur ce chantier de l'algorithme ? Merci beaucoup de votre invitation déjà. Oui, en effet, j'ai travaillé sur la fabrique des outils d'intelligence dans le domaine de la justice et j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là parce qu'au moment où j'ai commencé cette thèse, donc autour de 2018, c'était un peu un moment d'effervescence autour de l'essor des outils d'apprentissage automatique. Il y avait un peu cette idée que ces outils qui seraient en tout cas immatériels, neutres, autonomes, allaient un peu révolutionner tout un tas de domaines, y compris dans les services publics. Et y compris dans des secteurs régaliens comme le secteur de la justice. Et donc au moment du début de cette thèse-là, j'étais intriguée par cette évolution-là et j'avais un peu envie d'ouvrir cette boîte noire des outils algorithmiques pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, puisqu'on avait un peu cette idée que c'était des outils incompréhensibles, incontrôlables si on n'a pas les compétences techniques. Et moi, je suis sociologue et l'idée, c'était d'essayer de voir avec les outils de la sociologie qu'est-ce qu'il y a, quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques qu'il y a, qui sont les personnes en fait qui conçoivent ces outils, qui sont derrière les algorithmes. Et donc c'est ça le moteur de mes recherches jusqu'à présent sur les outils d'intelligence artificielle. Donc aller au-delà de la représentation de cette autonomie affichée ou présupposée. Et pourquoi le juridique alors? Du coup, est-ce que c'est l'évolution du rapport entre numérique et droit, numérique et justice, qui a œuvré dans ce choix-là? C'était un moment un peu particulier, le moment où j'ai débuté cette thèse, hein, parce que, donc on était en 2018, 2 ans auparavant avait été votée, la loi pour une république numérique en octobre 2016. Et la loi pour une république numérique, bon, c'est une loi, très vaste qui contient tout un tas de dispositions, qui actent en particulier le principe de mise en open data des documents produits par les administrations françaises. Et dans toutes ces dispositions-là, il y a 2 articles un peu particuliers qui actent le principe de mise en open data des décisions de justice, qui est quelque chose d'assez, nouveau pour le monde de la justice, hein. Et donc dans le sillage de cette loi-là, s'est créé tout un espèce d'écosystème de start-up de la legal tech, qui avait pour ambition de, développer des algorithmes d'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage automatique pour traiter, ce qu'elle considérait comme une nouvelle manne de données. Et donc du coup, le moment où je commence ma thèse en 2018, c'est créer cet écosystème-là de start-up. Le monde de la justice commence à s'intéresser un peu aussi aux technologies, d'apprentissage automatique, le ministère de la Justice, les cours suprêmes, cours de cassation, Conseil d'État. On a un peu cet univers en effervescence autour de l'IA, mais dans lequel tous les champs des possibles sont encore ouverts. On est dans un moment d'expérimentation, c'est les premiers jalons du développement de l'intelligence artificielle juridique. Et donc pour un terrain d'enquête sociologique, c'est quelque chose d'assez rare en fait de voir les technologies en train de se faire, les controverses politiques qui se nouent aussi autour de leur développement. On aura l'occasion sûrement d'en reparler. Et donc mon enquête, elle a pris corps vraiment à ce moment-là et elle s'est développée tout au long de ce moment dans lequel étaient prises les décisions qui vont structurer l'espace de l'intelligence artificielle juridique, qui par ailleurs, moi personnellement, m'importe beaucoup puisque, comme je disais, c'est un secteur régalien, c'est un secteur d'importance pour l'État et on a tout un écosystème d'entreprises privées, qui vient au départ en tout cas, bousculer un peu les frontières de cet univers-là. Et donc il y a vraiment cette question du rapport entre le public et le privé qui se noue autour des outils algorithmiques,
que j'ai exploré dans ce travail de recherche. Oui, et j'imagine que c'est aussi intéressant de pouvoir, constater, en ayant suivi l'évolution, la naissance, la genèse et éventuellement la mort de certains projets, de pouvoir, comparer, et pouvoir avoir un regard critique, entre, ce qu'on a pu constater au fil de l'eau et la narration qui va être reconstruite par la suite, qui l'effet de mémoire, hein, qui va être revendiqué par les acteurs, hein. Absolument. En fait, sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est assez fascinant parce qu'on est sur, des objets techniques qui sont ancrés dans des imaginaires culturels extrêmement puissants, hein. Ça fait depuis, toujours, voire même depuis l'Antiquité qu'on a, ces représentations fictionnelles, d'êtres, artificiels créés de mains humaines, mais qui, dépasseraient leurs créateurs et puis on a tout un univers, cinématographique autour de ça, en particulier dans le domaine de la justice, hein. Le film, Minority Report, par exemple, il a joué un rôle majeur dans le cadrage des débats autour de l'IA juridique. C'est présent dans la presse autour de 2018. Hein, l'ensemble de la presse titre Minority Report. Est-ce que les robots vont remplacer les juges? On est vraiment dans ce discours là qui oscille entre utopie et dystopie. Quoi. Est-ce que l'intelligence artificielle va sauver la justice ou est-ce que au contraire ça va être la fin du droit et le remplacement et l'automatisation de la justice? Euh, je trouve que ce qui est passionnant, en fait, quand on étudie, quand on prend la peine d'aller regarder réellement ce qui se passe dans le développement de l'intelligence artificielle, c'est de voir cette espèce de gouffre qui sépare les représentations culturelles et la réalité des outils qui sont produits et la façon dont ils sont produits. C'est-à-dire que au moment où on parlait de l'automatisation, de la robotisation de la justice, les premiers outils qui sont construits par les startups de la Legal Tech autour de 2018-2019, en réalité, c'est plutôt des moteurs de recherche, avancés, des moteurs de recherche dans lesquels, on va pouvoir naviguer dans des bases de décisions de justice, assez importantes, hein, à partir de mots-clés, de recherches de type de contentieux, de type d'issue de l'affaire et cetera et à partir desquels on va pouvoir réaliser des analyses statistiques sur la jurisprudence. Est-ce que sur tel type d'affaires, est-ce qu'en matière de préjudice corporel, par exemple, telle cour va plutôt avoir tendance à juger favorablement ou défavorablement tel type d'affaires et faire ce genre d'analyse à grande échelle sur la jurisprudence. Mais on est vraiment extrêmement loin de ce qu'on imagine du juge robot qui va automatiser la justice. Et d'ailleurs, en 2018, en 2017-2018, un des outils construits par les startups de la Legal Tech, est expérimenté pour la première fois et pour la dernière d'ailleurs, par, des tribunaux français. Et cette expérimentation se solde par un échec, hein, parce que les magistrats qui, eux aussi, baignaient dans cet univers culturel, étaient pas forcément opposés aux technologies, hein, étaient curieux de voir ce que ça allait apporter à leur pratique, se rendre compte que finalement, pas du tout révolutionnaire par rapport à des outils dont ils disposent déjà en interne, des barèmes, des référentiels, des choses qui permettent, de se repérer, en fait, dans la jurisprudence passée. Les outils d'intelligence artificielle qui sont développés à cette époque-là, bon, c'est pas du tout, ouais, cette révolution de la justice qui était, promise, dans les discours. Mmh. Donc, c'est des propositions qui s'appuient sur des compétences, en termes de bases de données, de recherche dans des bases de données, de leur constitution, mais qui, apparemment, manquent peut-être d'un peu de compétences ou de substrat juridique, hein? Bah, c'est un point qui est très intéressant, en fait. Pour moi, c'est évident, en ayant observé le travail de conception des algorithmes, que, l'intelligence artificielle, ça existe pas en soi. L'intelligence artificielle, c'est le résultat, du travail des acteurs qui l'ont construite, c'est le résultat des contextes dans lesquels ils ont été développés. Et donc, dans le cas de la justice, il apparaît clairement que certains des algorithmes qui ont été développés, notamment par les startups de la Legal Tech, ont été développés, en effet, extrêmement loin des espaces de la justice et des mondes du droit. Les startups de la Legal Tech, au départ, c'est assez fascinant de voir que leurs effectifs ne comportaient, souvent presque aucun juriste. C'était, moitié-moitié, de l'expertise technique, hein, des développeurs et pour l'autre moitié des expertises marketing. Et d'ailleurs, c'était revendiqué par certaines de ces startups à ce moment-là, hein, de dire, «Puisqu'on n'y connaît rien au droit», entre guillemets, «puisqu'on est éloigné du droit, on va être neutre et objectif,
par rapport à ça et on va pouvoir, produire de bons outils, hem, départis, des biais, inhérents à l'expertise juridique. Donc les startups ont produit ce genre d'outils-là qui du coup ont été, reçus de façon plus que mitigée, hein, par, le monde de la justice et par la magistrature. Mais par contre, à la même époque, à partir de 2018, les institutions judiciaires, certaines institutions judiciaires s'engagent de leur côté dans la conception en interne, cette fois, d'outils d'intelligence artificielle. C'est le cas de la Cour de cassation principalement, qui a lancé plusieurs projets d'IA. C'est le cas du ministère de la Justice aussi, et dans une moindre mesure du Conseil d'État. Et là, on est sur des outils complètement différents, ce qui permet de montrer que l'IA, c'est loin d'être un objet, homogène, univoque, qui serait, juste l'IA, quoi. C'est des objets qui répondent à d'autres objectifs, qui ont été construits complètement différemment et qui, du coup, peuvent éventuellement faire l'objet, d'une acceptation plus grande aussi à l'intérieur, des mondes du droit. Donc ça dépend réellement de pourquoi l'outil a été créé, dans quel contexte, avec quels objectifs, avec quelles données, comment on a travaillé ces données, qui sont peut-être des choses sur lesquelles on pourra, revenir. Il y a beaucoup de recouvrement dans la désignation entre IA, algorithme, surtout dans cette époque-là où, beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs le découvrent en fait ces 2 mondes qui sont un peu nouveaux pour eux, ou du moins les doivent y avoir affaire avec une nouvelle dimension. Et est-ce que, justement, il y a des distinctions qui se font bien ou finalement, les 2 termes dans un usage quotidien sont plus ou moins équivalents? Est-ce que vous avez constaté une, que ces désignations en fait se précisent au fur et à mesure? C'est une question compliquée parce qu'on est dans un univers, je reviens sur ce que je disais avant, hein, mais sur le fait qu'il y a cette dimension, fictionnelle, culturelle très forte qui est associée aux outils d'IA. Heu, pour moi, on a un espace qui est en «plusieurs niveaux» entre guillemets. Il y a le niveau des discours, qui se nouent autour de l'intelligence artificielle juridique et là, on parle d'intelligence artificielle. On parle assez peu d'algorithmes ni de ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle. Hem et donc là, quand on est au niveau des discours médiatiques, des rapports gouvernementaux qui ont été écrits à cette époque-là autour de ces sujets, on a cette représentation de l'intelligence artificielle qui est très associée, à cet imaginaire de puissance, de remplacement, d'autonomie, toutes ces choses-là. Plus on s'approche des espaces de conception de l'IA, des acteurs qui sont réellement, aux prises avec ces outils-là, qui sont en train de construire les bases de données, d'annoter les données pour l'entraînement des IA, de choisir les modèles, d'optimiser les modèles, de surveiller leurs résultats. Quand on s'approche de ces espaces-là, les acteurs parlent plus du tout d'IA, en fait et c'est ça qui est assez intéressant. Les gens me disent, ah, mais moi, je fais pas de l'IA, je fais, un moteur de recherche. Moi, je fais pas de l'IA, je fais, un outil, statistique, de recherche sur le contentieux et donc on voit que l'IA, c'est un peu, c'est un concept agrégateur. Moi, j'appelle ça un objet frontière qui permet de réunir tout un tas de mondes, sociaux autour de lui, hein. Le monde de la justice, le monde de la tech, le monde de la modernisation de l'action publique, le monde de la finance, les mondes politiques, les mondes médiatiques, parce qu'on sait pas trop ce que c'est et comme c'est suffisamment flou comme concept, ça permet d'agréger tous ces acteurs qui, finalement, y mettent des choses un peu différentes et dès qu'on entre dans le concret, du coup, on parle d'autre chose parce que derrière l'IA, quand on ouvre cette boîte noire justement et qu'on essaye de détricoter les fils, il y a plein de choses. Il y a des algorithmes d'apprentissage automatique, mais pas que. Il y a aussi des algorithmes traditionnels par règle, c'est-à-dire des algorithmes qui, sont juste des ensembles de consignes de type, si, telle chose, alors telle autre chose. Il y a des données, il y a des bases de données, il y a des serveurs, des infrastructures, il y a beaucoup de gens qui font ce travail-là. Il y a un cadre, légal, il y a des pratiques de communication. Il y a énormément de choses et du coup, plus on s'approche de ces espaces concrets, plus le terme IA disparaît pour être remplacé par les composantes concrètes, qui, façonnent les dispositifs techniques, dont on parle. Vous l'avez précisé, c'est au départ une injonction qui s'inscrit en fait dans un grand projet de numérisation de l'État. Dans votre travail de terrain, est-ce que vous avez constaté vraiment un aspect comme ça vertical descendant de cette injonction ou est-ce que finalement plein d'acteurs s'en sont saisis? Bah, ça va avec le fait que
Pour moi, il y a pas une seule intelligence artificielle, donc du coup, je pourrais pas faire une réponse, univoque à votre question non plus. Mais alors l'injonction qui a été faite par l'État, par la loi pour une république numérique, c'est pas une injonction à l'IA, hein, pour être, très précise, c'est une injonction à la mise en open data des décisions de justice qui, s'est suivie donc du développement de cet écosystème, d'acteurs producteurs d'intelligence artificielle. Hem mais donc, l'IA n'était pas une obligation, hein, pour le monde de la justice, et s'en sont saisies, c'est pas un hasard à mon avis, des institutions, centrales dans le champ de la justice. S'en est saisie en fait l'élite, du monde de la justice, cour suprême, et ministère, qui sont, des institutions, parisiennes, dans laquelle opèrent des magistrats, jeunes, souvent technophiles, qui disposent de ressources, dont ne disposent pas, les magistrats de terrain. Hem et donc non, c'est pas une injonction claire et nette, de l'État de faire de l'IA, mais par contre, se crée à cette époque-là, et surtout autour de 2016-2018, il y a cette idée à l'intérieur de l'État qu'il va falloir favoriser, le développement des technologies d'intelligence artificielle pour faire sens, des données massives, qui sont, qui seraient détenues par les administrations, et dans le cas de la justice, pour faire sens des décisions de justice. Donc c'est 4 millions de décisions de justice qui sont produites tous les ans par les tribunaux français et qui ont vocation à être mises en open data. Heu, il y a cette idée que on va pas pouvoir faire sens de toute cette information-là, sans les technologies, d'apprentissage automatique. Mais, personne n'a obligé, le monde de la justice à s'engager, dans ces projets d'IA. Par contre, cette fraction, technophile de magistrats dont je parlais tout à l'heure, qui sont en poste dans les juridictions suprêmes, au ministère de la Justice, c'est des magistrats qui fréquentent, de façon régulière les espaces de la modernisation de l'action publique. Ils vont, à des salons, des événements organisés par la direction interministérielle du numérique. Je pense notamment, au salon des transformations du droit, qui se tient, tous les ans à Paris. Et c'est un gros événement, qui réunit les startups de la legal tech, les acteurs de la modernisation de l'action publique, donc la direction interministérielle du numérique, Etalab, tout cet écosystème modernisateur et une certaine partie, des mondes du droit, de cette magistrature technophile. Et donc ces magistrats n'y vont pas contraints et forcés, ils y vont, par intérêt, par curiosité, souvent au début. Et c'est dans ces espaces-là que se construit progressivement, une espèce d'appréhension partagée de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Pourquoi ça peut être intéressant pour traiter des décisions de justice? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, en tirer pour les mondes du droit? Et donc c'est dans ces espaces-là que naît une envie au sein du monde de la justice de se saisir, des outils d'IA. Mais l'envie, elle suffit, pas à elle-même, et ce qui est extrêmement important aussi pour le développement de l'IA dans le monde de la justice, c'est les programmes, concrets d'appui au développement d'outils, d'IA, et notamment le programme Entrepreneurs d'intérêt général, qui est un programme qui a été, monté par la direction interministérielle du numérique et qui a appuyé, l'ensemble en fait des projets, d'IA menés par le monde de la justice. Le programme Entrepreneurs d'intérêt général, c'est un programme, qui permet à des administrations de recruter pour 10 mois, du personnel technique, des ingénieurs, des data scientists, autour d'un projet, ciblé pour développer un outil d'apprentissage automatique. Et donc le ministère de la Justice et la Cour de cassation ont bénéficié, et pour la Cour de cassation à plusieurs reprises, de ce programme-là, ce qui leur a permis, de monter en compétences très rapidement en fait en matière d'IA, et de développer leurs projets en interne. Donc c'est pas une obligation, ça se fait par l'intéressement progressif d'une certaine partie de la magistrature à ces projets-là, mais par contre, ces acteurs-là baignent dans un écosystème, qui est, très grandement façonné autour de la direction interministérielle du numérique, et de sa vision de ce que doit être la modernisation de l'État par l'usage des données massives et par le développement d'algorithmes d'apprentissage automatique. Votre, terrain d'enquête a été mené en grande partie lors d'une ethnographie à la Cour de cassation. L'accès a été facile, hein? Non, c'est pas évident d'accéder à la juridiction suprême pour y faire du terrain. Ça m'a mis, plusieurs mois, voire un peu plus d'1 an de négociations avec les différents services de la cour pour avoir accès à cette équipe.
Pour resituer, j'ai suivi, le travail donc d'une équipe, chargée de la construction d'outils d'intelligence artificielle à la Cour de cassation, donc qui était composée, en tout cas au moment de mon enquête, de 2 magistrates, de 2 data scientists, 2 développeurs et une équipe d'annotation, qui est chargée, du façonnage des données d'entraînement de l'intelligence artificielle. Hem Et c'est une équipe que j'ai suivie au quotidien, hein, pendant 6 mois, dont j'ai observé les activités, avec lesquelles j'ai réalisé des entretiens. Mais donc, avoir accès à une équipe à ce niveau-là, c'est-à-dire, mettre les pieds à la cour de cassation, tous les jours pendant 6 mois, oui, ça s'est fait, au fil d'entretiens successifs avec les différents maillons, de l'échelle hiérarchique de la cour de cassation, et ça s'est soldé, par, la conclusion, d'un accord formel, hein, y compris un accord de confidentialité, qui m'a permis de réaliser cette enquête, dans la juridiction suprême. Dans cette équipe, hein, on voit, vous avez désigné, 3 catégories. Heu, comment ces 3 catégories, s'articulent? C'est pas du tout le même travail, il y a des transferts en fait qui se créent entre les personnes ou est-ce que c'est délégatif, à chacun sa compétence, à chacun, son poste? Pour répondre à votre question, je vais peut-être décrire un peu, comment ça se passe, le travail de conception d'une intelligence artificielle comme, je l'ai observé à la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est un terrain, extrêmement, riche et assez unique puisque, comme je vous le disais, dans un même, service, donc, la Cour de cassation, c'est, dans le palais historique de justice, hein, sur l'île de la Cité. Donc dans une aile du palais de justice opèrent tous les acteurs de la fabrique algorithmique, que ce soit les professionnels techniques, les professionnels d'annotation et ce qu'on appelle les experts métiers, c'est-à-dire, les magistrats. Ce qui est très rare, hein, puisque dans les fabriques d'IA, souvent, tout ou partie de ces tâches-là, sont, sous-traitées, déléguées, voire, délocalisées, à l'étranger et donc on observe assez rarement justement la façon dont, dialoguent les différents professionnels qui participent à la fabrique de l'intelligence artificielle. À la Cour de cassation, on a vraiment, tout, en interne, in-house, sur l'île de la Cité. Mmh. Et donc comment ça se passe concrètement, le travail de conception d'une intelligence artificielle? Alors l'IA, moi, dont j'ai suivi, la conception, c'est une IA qui sert à anonymiser automatiquement, les décisions de justice en vue de leur mise en open data. C'est, une tâche assez titanesque, hein, puisque, donc je vous le disais, dans la loi pour une république numérique est acté le principe de diffusion, publique numérique des 4 millions de décisions qui sont produites tous les ans par les tribunaux français. Heu, mais les décisions de justice, c'est des documents qui contiennent beaucoup d'informations, personnelles, y compris à caractère sensible sur les personnes qui y sont citées et donc on peut pas envisager de mettre sur un site internet, ces documents-là, sans y occulter au préalable, les informations identifiantes et ça va bien au-delà des noms et des prénoms, hein. S'il y a beaucoup d'autres informations, des dates de mariage, date de décès, numéro de cadastre, numéro de téléphone et cetera, qu'il faut occulter des décisions avant leur diffusion. La Cour de cassation s'est rendue compte que faire ça à la main, pour 4 millions de décisions, ça allait être impossible et c'est pour ça qu'elle a choisi de développer, cet outil d'intelligence artificielle pour automatiser le processus. Et donc c'est le développement de cet outil-là que j'ai suivi, pendant mon enquête ethnographique. Et donc comment ça se passe, concrètement, le travail de production de l'IA? Moi, j'ai identifié plusieurs phases successives. C'est un peu une chaîne de production, si on imagine une chaîne de production industrielle, qui permet, au dispositif d'IA de voir le jour. La première phase dans ce processus-là, c'est de définir les objectifs du projet. Ça, c'est vrai à la Cour de cassation comme dans tous les projets d'IA et c'est souvent une phase qui est pas assez prise en compte par les concepteurs des dispositifs algorithmiques, justement parce qu'on a l'idée que l'IA, c'est magique. On va le mettre dans un espace et puis il va se passer des trucs et on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais voilà, ça marche pas. Une intelligence artificielle, quand on n'a pas décidé qu'est-ce qu'on voulait lui faire faire, heu, il se passe rien. À la Cour de cassation, la définition des objectifs, ça veut dire, au-delà de cette idée d'anonymisation, c'est définir qu'est-ce que c'est réellement l'anonymisation? Qu'est-ce qu'on veut occulter des décisions? Comment définir ce qu'on entend par anonymisation? Oui, parce qu'on pourrait tout caviarder.
Absolument. C'est une recherche d'équilibre permanent entre on veut que les décisions restent lisibles, c'est l'impératif de la loi pour une république numérique, il faut pouvoir comprendre quelque chose, mais on veut de l'autre côté protéger la vie privée des personnes qui sont citées et donc il y a pas une bonne réponse. Il y a une infinité de bonnes réponses entre tout caviarder et tout laisser. Où est-ce qu'on place exactement la limite? Pour faire ce choix-là, la Cour de cassation a réuni une équipe, de magistrats, des présidents de chambre, des présidents de juridiction, des magistrats, réputés, reconnus pour leur expertise dans leur domaine de contentieux, qui se sont réunis pendant plusieurs mois, de façon régulière pour discuter, texte de décision à l'appui, hein, de qu'est-ce qu'on allait devoir occulter des décisions pour respecter la vie privée des personnes. On voit dans ce dispositif-là que la Cour de cassation a mis en œuvre à la fois le caractère éminemment politique de cette activité, hein, parce que bah, c'est des magistrats réputés qui l'ont mise en œuvre, ils se sont réunis à huis clos, personne d'autre n'a été invité à ces réunions et ils ont façonné progressivement l'ensemble de catégories utilisées pour ce dispositif d'IA. Donc à la Cour de cassation, ils ont établi une liste d'une quinzaine de choses qu'il faudrait, ôter des décisions. Cette liste-là, elle a été figée dans un rapport qui a été remis, solennellement à la première présidente de la Cour de cassation, au terme de ce processus-là. Donc ça, c'est réellement la première étape pour tout projet d'IA, c'est déterminer concrètement qu'est-ce qu'on veut faire à l'intelligence artificielle. Une fois que cette liste de catégories a été, établie, la seconde étape, c'est, créer les bases de données d'entraînement, pour l'apprentissage automatique. Puisque l'apprentissage automatique, donc c'est, des modèles algorithmiques qu'on va nourrir de grandes quantités de données, qui sont des exemples, à partir desquels les moteurs d'apprentissage automatique vont, apprendre à traiter de nouveaux cas. Et donc il faut, prendre, des milliers de décisions de justice et indiquer à la main sur ces décisions de justice, les éléments identifiants qui ont été déterminés dans la phase précédente. Donc sur une décision, concrètement dire, là c'est un prénom, là c'est un nom, là c'est une adresse, là c'est un numéro de cadastre et cetera et cetera. Donc ça, c'est le travail des annotatrices. Exactement, c'est ça. Pour ça, la Cour de cassation a recruté, une vingtaine d'annotatrices. Donc je parle d'elles au féminin parce que c'était presque exclusivement des femmes, hein, au moment de mon enquête. Des agents administratifs de catégorie C, souvent en fin de carrière, qui ont exercé au préalable, en juridiction, dans les services de greffe ou au sein des secrétariats. Et donc ces annotatrices-là, toute la journée, elles font défiler sur leur écran le texte des décisions de justice, elles surlignent les éléments identifiants qu'elles y trouvent et puis elles y associent le label correspondant. Et c'est important parce que c'est souvent un travail qui est invisibilisé, qui est, comme vous l'avez indiqué, même exporté, pour permettre aussi de tenir cette représentation un peu de l'IA magique, qui serait purement technique, hein. Ouais, tout à fait et c'est assez rare, oui, qu'il soit conduit en interne et qu'on ait la chance de pouvoir l'observer, hein, puisque, souvent, c'est un travail qui est, externalisé dans les pays du Sud global où la main-d'œuvre est moins chère, hein. Dans le cadre de ChatGPT, la la prise en charge de ce travail-là par des travailleurs au Kenya notamment a été bien documentée. C'est le gros du travail de l'IA, hein, les petites mains, qui font ce travail du clic fastidieux, mot après mot, label après label qui constituent les bases de données d'entraînement de l'IA. C'est, énormément de travail, hein. À la Cour de cassation, c'est, 20 personnes à temps plein pendant plusieurs années, simplement pour anonymiser des décisions de justice. Donc sur des gros modèles de langage, je vous laisse imaginer l'ampleur de ce travail d'annotation-là. Et c'est un travail d'annotation, on a l'impression qu'il est, un peu automatique, quoi. On voit bien, nom, prénom, on peut associer les labels. En réalité, en observant, les annotatrices de la Cour de cassation, je me suis rendu compte que c'était un travail, hem qui était rempli, de doutes, de choix, d'enquêtes faites par les annotatrices puisque ça leur arrive, extrêmement souvent de tomber sur, des éléments, dont elles savent pas quoi faire. Soit parce que, elles hésitent entre plusieurs catégories, elles savent pas dans quelle catégorie, mettre le mot qu'elles trouvent dans les décisions, soit parce qu'elles trouvent des éléments, qui correspondent à aucune catégorie, mais qu'elles considèrent comme particulièrement identifiants. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est le cas d'un nom de cheval de course qu'une annotatrice a trouvé dans une décision et elle me dit: «Bah, le nom de cheval de course, c'est extrêmement identifiant. En fait, il suffit de faire une recherche Google et on trouve le nom du propriétaire extrêmement rapidement, donc je peux pas le laisser dans la décision, mais
évidemment, il n'existe pas la catégorie nom de cheval de course. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, c'est systématique, hein, presque dans chaque décision, les annotatrices se trouvent confrontées à ce genre de blocage-là, de doute. Et donc, leur travail, c'est un travail créateur, puisque en associant progressivement les termes qu'elles trouvent dans les décisions, en les pliant parfois de force avec le système de classification qui leur a été fourni, en faisant tout ça, elles donnent corps en fait au dispositif algorithmique et elles créent vraiment cette base d'exemples que l'algorithme va juste reproduire derrière, hein. Donc tout ce que font les annotatrices, c'est ça qui sera reproduit par l'algorithme. Donc on a ce travail d'annotation qui constitue la deuxième étape du travail de l'IA. Et la troisième étape de ce travail-là, c'est une fois que les bases de données ont été constituées, eh ben, elles passent dans les mains des data scientists qui, eux, se chargent de l'entraînement en tant que tel des modèles algorithmiques. Et j'ai découvert pendant cette enquête à la Cour de cassation que les modèles algorithmiques qui sont utilisés, y compris dans une institution publique aussi prestigieuse et centrale que la juridiction suprême, en réalité, c'est des modèles qui sont conçus par les grands acteurs du web. Donc à la Cour de cassation, pendant mon enquête, les modèles, c'était des modèles construits par Facebook et par Zalando, donc le géant du e-commerce. Et donc les data scientists prennent ces modèles-là, y associent les données et essayent de trouver les paramètres les plus optimaux pour faire fonctionner le dispositif de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Donc là, c'est une succession aussi d'ajustements, de bricolage pour voir quel modèle fonctionne le mieux, quel ensemble de paramètres fonctionne le mieux. Est-ce qu'on a besoin d'ajuster les jeux de données d'entraînement aussi pour faciliter la reconnaissance de certains types d'éléments? Et donc, par cette espèce de succession de tests et erreurs, les data scientists vont trouver une solution qu'ils considèrent comme temporairement la plus optimale pour le fonctionnement de l'anonymisation automatique. C'est la troisième étape et on pourrait penser que c'est la dernière, hein, puisque une fois que les data scientists sont passés par là, on a une IA qui traite automatiquement les décisions de justice, les anonymise automatiquement. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas, puisqu'on se rend très vite compte que l'IA, elle se trompe très souvent. Et ça, c'est pas spécifique à la Cour de cassation, c'est que quand on met un dispositif d'apprentissage automatique pour traiter des données qui sont issues du monde réel, hein, comme sont les décisions de justice, donc qui sont toujours imprévisibles, mouvantes, qui correspondent jamais précisément au cadre de classification qu'on avait imaginé au tout début. L'IA, elle sait pas traiter la nouveauté. Et donc, l'IA annote comme des choses identifiantes, des choses qui ne le sont pas du tout, ou alors elle va oublier des choses qui en réalité étaient très identifiantes. Et donc, pour mettre en œuvre l'open data des décisions de justice, la Cour de cassation a mis en place tout un dispositif de surveillance du dispositif algorithmique. Donc, les annotatrices, une fois qu'elles ont fini de faire les jeux de données d'entraînement, ce qu'elles font le gros de leur temps, c'est surveiller et corriger les résultats qui sont produits par la machine. Pouvoir discriminer entre les erreurs tolérables et celles qui du coup, tomberaient, sous le coup de la loi. Exactement. Et donc du coup, une par une, elle vérifie les annotations qui sont faites par la machine. Et dans ce processus-là, c'est assez intéressant puisqu'elles développent une connaissance presque intime, hein, du dispositif algorithmique, puisqu'elles sont les seules à voir réellement ce que produit l'IA. Et donc elles me disent régulièrement: «Ah bah là, je pense que l'algo, il est fatigué, aujourd'hui, il a oublié tous les mots en majuscules», ou alors «Bon là, il a fait ça pour me tester, il voulait voir si j'étais bien réveillée». Et ben, c'est vrai puisque en fait, ce qu'elles voient défiler toute la journée, c'est des décisions pré-annotées par l'algorithme et donc elles savent précisément, et aussi elles se rendent compte de ces évolutions, hein, dans les nouvelles phases d'entraînement. Est-ce qu'il fait des choses mieux qu'il les faisait avant? Ça, elles le remarquent très facilement. Et donc on a toute cette phase de surveillance des dispositifs algorithmiques qui est vraiment cruciale à la Cour de cassation comme ailleurs, hein. Si on considère que l'IA, c'est un dispositif industriel de traitement de l'information, comme dans toutes les industries, quand on est dans des industries à risque, il faut surveiller le fonctionnement des machines automatiques pour éviter les accidents. Et donc on a cette chaîne de production-là. J'ai fait un long détour pour revenir à votre question initiale de comment dialoguent les personnes à l'intérieur de la fabrique de l'IA. Le dialogue, il est permanent en fait parce que je l'ai décrit comme une ligne, mais c'est une ligne qui est remplie d'allers-retours permanents. Quand les annotatrices annotent les décisions, elles se rendent compte
que le système de classification est parfois pas tout à fait adapté à ce qu'elle trouve dans les décisions et donc on va éventuellement ajuster à la marge le système de classification. Quand les data scientists, travaillent sur les bases de données annotées, ils se rendent compte parfois que certains types d'éléments sont pas annotés de la bonne façon et donc on va réannoter les décisions. Quand on surveille les machines, on se rend compte que parfois le dispositif algorithmique n'a pas été optimisé de la bonne façon. Et donc, on est dans des allers-retours permanents le long de cette chaîne-là, qui sont permis par un dialogue entre les différents maillons de la chaîne et des ajustements successifs qui donnent corps constamment au dispositif d'IA qui est redessiné, requalifié au fur et à mesure de ces échanges-là. Donc, c'est pas un espace cloisonné, hein, c'est vraiment un espace d'ajustement perpétuel et durable, hein, puisque aujourd'hui, on est plusieurs années après le début de ce projet-là et la Cour de cassation a toujours les mêmes effectifs, voire des effectifs plus importants pour mener à bien ces tâches-là. Et elle n'a pas du tout l'intention de les réduire, hein. Donc on est sur quelque chose de pérenne et de très intense en termes de travail. Ce que vous dessinez bien, c'est qu'à la fois, cet objet technique a une certaine autonomie et puis finalement on va pas le déconstruire, pour voir exactement ce qu'il a à l'intérieur. On lui laisse vivre sa vie, on va essayer de le domestiquer. Mais en même temps, il s'inscrit en fait dans un monde complètement qui va l'hybrider. Et finalement, il ne peut exister en fait que en tant que entouré d'humains. Absolument et c'est pour ça que moi je suis assez critique, par exemple, par rapport à la notion de biais qu'il y aurait dans les algorithmes, où on aurait cette idée que l'algorithme, fonctionnerait de façon neutre et autonome, si on le laissait seul et que c'est les humains qui, intégreraient des biais dans la machine. En observant le travail de l'IA, on se rend compte que la machine sait exclusivement que le travail. Elle ne résulte que du travail qui a été mené sur les 4 étapes que je vous ai mentionnées précédemment et donc l'IA n'existe pas sans les humains qui la façonnent. L'IA est le résultat direct des systèmes de classification, qui sont à son fondement, du travail d'annotation, du travail d'optimisation des modèles, et elle fait que reproduire, en fait, les représentations du monde, qu'on a voulu, lui faire intégrer, pendant le processus de façonnage, quoi. Et on voit bien aussi deux strates qui tombent sous la désignation d'IA, à la fois ce discours de haut niveau qui va en fait désigner de façon amalgamée tout un tas d'objets sociotechniques, de pratiques, etc., pour ne pas rentrer dans le détail, surtout éviter de spécifier trop fortement, aussi parce que ça évolue très vite, et donc que le discours ne soit pas obsolète sitôt imprimé. D'un côté et puis en même temps quand on descend on a aussi en fait, ces jonctions, et est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre en avant, en utilisant l'idée de concept frontière? Bah, oui, je pense que c'est un concept qui est très opérant, pour comprendre l'intelligence artificielle. Alors l'idée de concept frontière, hein, c'est un terme qui a été, développé par la sociologue Suzanne Liestar, qui était une sociologue, des infrastructures et qui a beaucoup travaillé justement sur, comment on réunit des mondes hétérogènes, autour de certaines idées, et l'intelligence artificielle, c'est un excellent exemple de ça, hein. C'est, justement comment on va, enfin, pour le développement de l'IA, pour développer de l'IA, on a besoin de beaucoup d'acteurs très différents. Il suffit pas, d'avoir, que des data scientists, et des professionnels de la tech. Et l'IA, pour moi, elle prend corps dans, à tous les différents niveaux de l'espace social. Elle prend corps dans les activités très concrètes d'annotation, dans les micro-tâches qui sont opérées par les acteurs, comme elle prend corps, au niveau ultra macro, de la législation européenne sur l'intelligence artificielle. Et à toutes les échelles de ce dispositif-là, se produit un cadrage, qui va donner corps, à qu'est-ce que ça va être réellement l'IA à un moment donné, de l'histoire. Et peut-être que dans 10 ans, l'IA, ce sera complètement autre chose. C'est sûr, même c'est pas peut-être, dans 10 ans, l'IA, ce sera complètement autre chose.
parce qu'à tous ces maillons de la chaîne-là, des choses auront bougé au niveau législatif, au niveau politique, au niveau médiatique, et plus on descend dans le dispositif, au niveau des bases de données, des infrastructures de stockage, des infrastructures de traitement, des personnes qui participent à la création du dispositif. Et dès qu'on bouge certaines des pièces de ce puzzle-là, ce qu'est l'intelligence artificielle bouge aussi en quelque sorte le long de ce processus là. Et donc c'est pour ça, à mon sens, que c'est essentiel d'avoir un regard sociologique aussi sur l'intelligence artificielle, pas uniquement technique, parce que ça permet de voir la vision d'ensemble de quel est cet objet-là, comment il évolue et comment on peut aussi éventuellement le cadrer, l'orienter en fonction des objectifs politiques qu'on peut avoir autour de cet objet. Voir comment les contraintes qui vont faire épreuve à son évolution vont s'imposer, comment à chaque fois il va y avoir des compromis faits pour dépasser ces contraintes ou des arrêts, et puis aussi comment à chaque fois c'est des choix individuels ou institutionnels, hein. Mmh, mmh mh. Oui, complètement, et dans le cas de l'intelligence artificielle juridique, ça apparaît extrêmement clairement, hein, puisqu'il y avait cette idée, au tout début, hein, je vous le disais, la loi pour une république numérique, bon, on va mettre en open data les décisions et puis, on va mettre de l'IA et puis, ça va automatiser la justice. On le voit très clairement, hein, dans ce que je commence à vous raconter depuis tout à l'heure, mais que ça se fait pas du tout sur un claquement de doigts, ne serait-ce que la mise à disposition des décisions de justice, qui est, l'étape, 0, du développement, de l'IA, ça nécessite la construction, d'une infrastructure matérielle dédiée, de data centers pour stocker les décisions, de voies de circulation des décisions, de centralisation, hein, puisque les décisions, elles sont stockées, souvent encore au format papier dans des classeurs, dans les services de greffe. Donc comment on extrait ces objets-là de leurs assemblages d'origine pour les intégrer dans les bases de données de l'open data. Ça, c'est un chantier que le monde de la justice a ouvert en 2016 et qui n'est pas encore clôturé, hein, puisque l'open data des décisions de justice, euh, il n'est pas encore effectif pour les décisions de première instance. Le calendrier prévoit qu'il le sera en 2025. Il faudra voir ce qu'il en est l'année prochaine. Mais donc, vous voyez, ça a mis au moins 10 ans à façonner les bases de données pour l'intelligence artificielle. C'est une première contrainte, mais il y a 1000 autres contraintes, hein, en termes de sollicitation de la main-d'œuvre nécessaire pour faire tourner les algorithmes, pour annoter les données. C'est une des raisons de l'échec de plusieurs projets, notamment au ministère de la Justice, qui avait lancé un projet d'intelligence artificielle assez ambitieux, hein, d'automatisation de l'estimation de l'indemnisation pour un préjudice corporel. Si vous perdiez un bras, par exemple, il n'y a pas de barème en France qui permette d'estimer combien vaut un bras, combien on doit être indemnisé. La Cour de cassation, pardon, le ministère de la Justice avait décidé de développer un moteur d'IA pour essayer d'estimer de façon automatique dans une situation donnée combien il faudrait allouer à la personne. Le projet a été très controversé, mais la raison principale de son abandon, ça a été l'absence de moyens humains, hein. Le ministère n'avait pas anticipé le fait qu'il fallait du travail, énormément de travail pour développer un outil d'IA. Et ça aussi, c'est un facteur d'échec majeur. Pareil sur les systèmes de classification, hein, je le disais tout à l'heure, souvent on a l'impression qu'on va mettre de l'IA et que ça va marcher tout seul. Non, il faut orienter l'IA, il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut lui faire, dans quelle direction, à partir de quel système de catégorie. Et ça, c'est des choses qui doivent évoluer en permanence. Donc, de la constitution des bases de données à la construction des infrastructures matérielles, aux serveurs de stockage, de calcul, à la pérennisation des effectifs pour travailler sur ces outils-là, aux controverses politiques, au cadre légal. Euh, L'espace de contraintes qui s'impose sur le développement de l'IA, il est énorme et c'est ça qui dessine finalement les outils qui émergent au bout de course, hein. Ils sont le résultat de tout cet assemblage hétérogène de choses et puis d'acteurs. Désormais, votre programme de recherche a un peu évolué. Il est toujours sur l'IA, mais vous êtes passé à un autre récipiendaire de l'IA, la médecine, hein, le domaine de la santé. Avec quel angle d'attaque vous abordez cette nouvelle partie
Bah oui, en effet, maintenant je travaille sur le développement de l'IA dans la médecine et alors c'est le début de ces travaux-là, donc je pourrais pas vous en donner de conclusion encore, mais l'idée en tout cas pour moi, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent, dans le développement des outils algorithmiques dans ces 2 mondes professionnels qui ont beaucoup de similitudes, hein. Justice et médecine, c'est, des professions aux expertises, anciennes, fortement ancrées, dans des institutions, traditionnelles avec, des formations rigides, des serments. Enfin, c'est des mondes professionnels, c'est des archétypes de mondes professionnels quoi, si on veut, qui sont très éloignés de la tech, hein, traditionnellement et donc du coup, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on met le monde de la tech au contact, de ces professions traditionnelles? Est-ce que, comme dans le monde de la justice, ça va être une certaine élite, du monde de la médecine qui va s'emparer de ces outils-là? Ou est-ce qu'au contraire, ça se passe de façon tout à fait différente dans le monde de la santé? Hem, on sait par exemple qu'en radiologie, beaucoup d'outils d'intelligence artificielle sont développés, et utilisés par des professionnels de terrain, ce qui est pas du tout le cas dans le domaine de la justice, hein. Les professionnels de terrain, de la magistrature, n'utilisent pas d'outils d'IA. Donc voilà, l'idée ça va être, de mettre en dialogue ces 2 grands mondes professionnels et de voir, heu, la façon dont peut s'articuler avec ces 2 grands mondes professionnels-là, le développement de ces technologies algorithmiques, issus d'espaces, très distants, hein, à l'origine. Bon, on suivra vos travaux, avec grand intérêt en tout cas. Merci beaucoup, Camille Girard-Chanudet. Merci à vous de votre invitation. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.